Filmez ça. Rendons cette aberration virale. La voix tranchante de Jake résonna dans le dîner bondé de Chicago, tandis qu'il tenait son téléphone bien haut, enregistrant chaque seconde de l'humiliation qu'il s'apprêtait à déclencher. Emma venait tout juste de faire tomber accidentellement une bouteille de ketchup, et ses 5 étudiants y virent l'occasion parfaite pour ce qu'ils appelaient « s'amuser ». Le liquide rouge se répandait sur la table tandis qu'Emma, 19 ans, essayait désespérément de nettoyer le désordre avec ses mains tremblantes. Chaque geste répétitif était sa manière de gérer le stress écrasant, mais les hommes interprétèrent cela comme une raison supplémentaire de se livrer à une cruauté divertissante. Regardez ça. La bizarre n'arrive même pas à tenir correctement une bouteille. Cria Jake, les yeux brillants de malice. Tyler, son meilleur ami, tout aussi méprisable, commença à imiter les gestes d'Emma de manière exagérée, faisant éclater les autres de rire encore plus fort. Emma connaissait bien cette sensation terrible. Le monde autour d'elle devenait trop petit, étouffant, tandis que toutes les voix se mélangeaient en une cacophonie assourdissante. Son autisme faisait de moments comme celui-ci une véritable torture sensorielle, chaque éclat de rire résonnant comme un coup de couteau dans ses oreilles hypersensibles. Je suis désolé, murmura Emma, sa voix à peine audible tandis qu'elle continuait à nettoyer frénétiquement. Ses livres de médecine vétérinaire étaient trempés, mais c'était le moindre de ses problèmes à cet instant. Je suis désolé, imita Tyler, déformant sa voix en une caricature grotesque. Les 4 autres, Brad, Connor, Ryan et Seth, éclatèrent de rire, attirant les regards curieux d'autres clients qui détournèrent aussitôt les yeux, feignant de ne rien voir. La situation s'aggrava lorsque Jake décida que filmer ne suffisait pas. Il attrapa sa propre bouteille de ketchup et la vida délibérément sur les livres d'Emma, créant une flaque rouge qui s'étalait comme une tache de honte. « Oups! Quelle maladresse !» dit Jake avec un sarcasme venimeux. « Mais ne t'inquiète pas, je parie que tu aimes être toute barbouillée, hein, la petite bizarre. » Emma sentit les larmes lui brûler les yeux. Elle avait choisi ce dîner parce qu'il était proche de l'université où elle étudiait la médecine vétérinaire, un endroit censé être sûr pendant sa pause déjeuner. Maintenant, chaque personne autour d'elle lui paraissait un prédateur potentiel. Tyler prit quelques frites de son assiette et les jeta au sol près de la chaise d'Emma. « Oups! Maintenant tu dois te baisser et les ramasser. Voyons comment tu vas faire ça sans rien renverser d'autre. » L'humiliation atteignit un nouveau sommet lorsque Brad commença à jeter des morceaux de hamburger dans les cheveux d'Emma, tandis que Connor filmait la scène sous un autre angle. Le 5e membre du groupe, Seth, semblait moins à l'aise, mais sa lâcheté l'empêchait d'intervenir. Emma tenta de se lever pour partir, mais Jake lui barra le chemin, feignant de trébucher et, accidentellement, renversa son milkshake au chocolat sur sa chemise blanche. Le liquide froid la fit frissonner, et la tache brune s'étala comme une marque d'humiliation indélébile. « Eh bien, quelle malchance pour toi !» se moqua Jake, tandis que les autres filmaient chaque seconde de cette torture. « Peut-être que tu devrais porter un bavoir quand tu sors de chez toi. » Le vacarme du dîner semblait augmenter de façon exponentielle. Emma entendait chaque mastication, chaque conversation, chaque rire comme s'ils étaient amplifiés 1000 fois. Sa respiration devint irrégulière, et elle commença à se balancer doucement d'avant en arrière, un comportement qui l'apaisait habituellement, mais qui ne fit qu'offrir davantage de munitions à ses bourreaux. « Regardez, elle danse !» cria Ryan, imitant les mouvements d'Emma de façon encore plus grotesque. « Quel rythme intéressant !» Emma ferma les yeux avec force, essayant de se transporter mentalement ailleurs. Elle pensa à son père, l'homme qui l'avait élevée seule après la mort de ses parents biologiques dans un accident alors qu'elle n'avait que 2 ans. Il lui répétait toujours qu'elle était spéciale, que sa différence était un don, pas une malédiction. Mais en cet instant, entourée de 5 prédateurs humains qui voyaient dans sa vulnérabilité une source de divertissement, Emma se sentit complètement seule au monde. Sa main trembla tandis qu'elle cherchait son téléphone dans son sac, un espoir désespéré que peut-être son père pourrait la sauver de cette situation impossible. Jake remarqua le geste et arracha rapidement le sac d'Emma, répandant son contenu sur le sol du dîner. Ses médicaments, son portefeuille, ses stylos spéciaux et même une petite peluche qu'elle gardait pour se rassurer. Tout était éparpillé comme des déchets pour l'amusement des 5 monstres. « Regardez, elle joue encore avec des poupées. » se moqua Tyler, brandissant l'ourson rose en peluche comme un trophée. Quelle pathétique créature! L'ourson avait été un cadeau de son père le jour où elle avait été acceptée à la faculté vétérinaire. C'était son porte-bonheur, son symbole qu'elle pouvait surmonter n'importe quel défi. Le voir dans les mains sales de ces hommes cruels, c'était comme si on lui arrachait le cœur. Emma réussit enfin à attraper son téléphone par terre et, les mains tremblantes, composa le numéro qu'elle connaissait par cœur. Chaque sonnerie semblait une éternité tandis que les rires continuaient autour d'elle, et elle priait en silence pour qu'il réponde vite. « S'il te plaît,
murmura-t-elle au téléphone. « S'il te plaît, viens me sortir d'ici. » Les 5 hommes poursuivirent leur torture, totalement inconscients qu'ils venaient de réveiller quelque chose de bien plus puissant qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Quelque chose qui allait changer leur vie à jamais, d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu prévoir. Si cette histoire vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour suivre comment cette situation va évoluer d'une façon que personne n'attendait. De l'autre côté de la ligne, une voix grave et familière répondit à la deuxième sonnerie. « Emma, que s'est-il passé, ma chérie ?» Même à travers les larmes et le chaos autour d'elle, Emma réussit à murmurer « Papa, j'ai besoin de toi. Ils sont en train de me faire du mal. » L'appel fut brusquement interrompu lorsque Jake arracha le téléphone de ses mains et le jeta contre le mur. L'appareil éclata en morceaux, projetant des fragments de plastique sur le sol du dîner comme les débris de son dernier espoir. « Tu appelles ton papa ?» se moqua Jake, ses yeux brillant d'une cruauté qui semblait se nourrir du désespoir d'Emma. Quelle pathétique! Une étudiante qui pleurniche pour son papa. Tyler ramassa les fragments du téléphone et commença à les piétiner méthodiquement, chaque coup produisant un son satisfaisant de destruction. Maintenant, elle ne peut plus déranger personne avec ses appels désespérés. Ce qu'Emma ignorait, c'est que ces 5 hommes avaient un passé bien plus sombre qu'il n'y paraissait. Jake Morrison était le fils d'un homme d'affaires multimillionnaire qui l'avait toujours sorti des ennuis grâce à l'argent et à l'influence. À 22 ans, il avait déjà accumulé une impressionnante liste de victimes qui n'avaient jamais eu le courage de le dénoncer. Tyler Brooks, son fidèle acolyte, venait d'une famille d'avocats puissants. Ensemble, ils formaient un duo destructeur qui terrorisait quiconque ils considéraient comme inférieur ou différent. Les 3 autres, Brad, Connor et Ryan, n'étaient que des suiveurs lâches, prêts à participer à la cruauté pour être acceptés dans le groupe. « Tu sais quoi ?» dit Jake en se penchant dangereusement près du visage d'Emma, « tu es en train de gâcher l'ambiance ici. Et si on te donnait une leçon sur comment te comporter en public ?» Brad, un jeune homme corpulent aux muscles travaillés dans les salles de sport chères de Chicago, se leva menaçant. Peut-être qu'elle doit apprendre à la dure que des gens comme elle ne sont pas les bienvenus dans des endroits comme celui-ci. Emma recula, mais elle était coincée entre la table et le mur. Sa respiration devint encore plus irrégulière, et de petits sons paniqués s'échappèrent de sa gorge. Chaque fibre de son être criait de fuir, mais il n'y avait nulle part où aller. Connor, qui jusqu'alors s'était contenté de filmer, décida de participer activement à la torture. Il prit la moutarde de la table voisine et commença à en asperger les cheveux d'Emma, créant un mélange écœurant avec le chocolat du milkshake déjà renversé sur elle. « Quel look intéressant !» rit Connor en continuant de filmer. « Je parie que ça va cartonner sur les réseaux sociaux. #fille bizarre va devenir viral. » Ryan, le plus jeune du groupe à 20 ans, semblait s'amuser énormément. Il attrapa des sachets de sel sur la table et les vida sur Emma, comme si elle était un animal de zoo qu'il fallait provoquer. « Elle ne se défend même pas, » observa Ryan avec mépris. « Elle est encore plus pathétique que je ne l'imaginais. » Seth, le seul qui montrait des signes d'inconfort, finit par dire « Les gars, je crois que ça va déjà trop loin. » Jake se tourna vers lui avec des yeux flamboyants. « Si t'as pas l'estomac pour ça, tu peux partir. Mais si tu restes, tu te tais et tu regardes comment de vrais hommes traitent des aberrations comme elle. » La menace réduisit Seth au silence immédiat. Il savait que défier Jake signifiait être exclu du groupe et perdre tout le statut social auquel il tenait tant. Sa lâcheté l'emporta sur tout vestige de conscience qui aurait pu subsister. Emma tenta de se recroqueviller encore plus, mais Jake n'en avait pas fini. Il prit une chaise vide de la table voisine et la plaça juste devant Emma, s'y installant d'un air dominateur, comme un prédateur étudiant sa proie. « Maintenant, on va avoir une petite conversation, » dit-il d'une voix dangereusement calme. « Tu vas nous dire exactement quel genre de maladie mentale tu as, et nous déciderons si tu mérites de continuer à exister dans notre monde. » La question frappa Emma comme une gifle. Elle avait passé des années à apprendre à accepter sa condition, grâce à l'amour inconditionnel de son père adoptif. Mais entre les mains de ces monstres, son autisme devenait une arme contre elle-même. Tyler s'approcha par derrière et commença à tirer les cheveux d'Emma, l'obligeant à regarder directement Jake. « Réponds quand il te parle, aberration. »« Je suis autiste, » murmura Emma, chaque mot sortant comme une confession forcée. « Mais ça ne me rend pas moins humaine. » La réponse déclencha une explosion de rire cruel. Brad applaudit sarcastiquement. « Autiste. Je le savais. Voilà pourquoi elle agit comme un robot défectueux. » Connor continua de filmer, rapprochant son téléphone du visage détruit d'Emma. « Les gars, vous voyez ça? Une autiste qui avoue son handicap. Ça va être de l'or sur les réseaux sociaux. » Jake se pencha encore davantage, son souffle chaud et répugnant effleurant le visage d'Emma.
Tu sais ce que je pense? Je pense que des gens comme toi sont une erreur de la nature. Un défaut qui aurait dû être corrigé avant la naissance. Les mots étaient comme des poignards empoisonnés, chacun conçu pour infliger un maximum de dégâts psychologiques. Emma sentit quelque chose se briser en elle, une part de son estime d'elle-même qui ne pourrait peut-être jamais être réparée. Ryan décida d'élever la cruauté à un nouveau niveau. Il prit du ketchup, de la moutarde et du soda, mélangea le tout dans un verre jusqu'à former une substance répugnante et visqueuse. Que diriez-vous d'un cocktail spécial pour la princesse autiste? Avant qu'Emma puisse réagir, il renversa le mélange sur sa tête, laissant le liquide immonde dégouliner sur son visage et ses vêtements. L'odeur était écœurante, et la sensation collante sur sa peau hypersensible constituait une torture au-delà de toute compréhension. Tyler prit des serviettes usagées dans la poubelle et commença à les frotter sur les vêtements d'Emma, étalant encore plus la saleté. Maintenant, elle correspond à sa personnalité. Dégueulasse dedans et dehors. La situation était devenue si extrême que même d'autres clients du dîner commencèrent à se sentir mal à l'aise. Certaines personnes prirent des photos discrètement, mais personne n'eut le courage d'intervenir. Il était plus facile d'être un spectateur passif de la cruauté que de risquer de devenir la prochaine cible. Jake remarqua les regards et décida d'en faire un spectacle encore plus grand. Il monta sur la chaise et cria à tout le dîner « Mesdames et messieurs, attention ! Voici l'exemple parfait de ce qui arrive quand des défauts génétiques sont laissés en liberté dans la société. » Quelques personnes rirent nerveusement, d'autres détournèrent les yeux avec honte, mais personne ne bougea pour aider Emma. Elle était complètement seule dans un monde qui semblait avoir perdu toute humanité. Brad attrapa l'ours en peluche d'Emma, qui était encore dans les mains de Tyler, et commença à déchirer délibérément les coutures. Le rembourrage de coton se répandit sur le sol comme de la neige sale, et chaque morceau arraché emportait un peu plus de l'âme d'Emma. « Non !» cria finalement Emma, tentant de récupérer les restes de sa peluche. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » La supplique désespérée ne fit qu'intensifier le sadisme du groupe. Connor filma chaque seconde de la destruction, commentant comme s'il s'agissait d'un documentaire macabre. Et ici, nous voyons la réaction primitive de l'espèce lorsque son objet de confort est menacé. Tyler acheva la destruction de l'ours en jetant les morceaux dans le verre immonde que Ryan avait préparé. Voilà. Maintenant ton jouet a une nouvelle maison. Emma s'effondra complètement. Ses sanglots devinrent incontrôlables, son corps tremblant comme en hypothermie. Elle se recroquevilla sur elle-même, adoptant une position fétale qui la rendait encore plus petite et vulnérable. Jake contempla la destruction qu'il avait causée avec une satisfaction perverse. Pour lui, Emma n'était pas une personne avec des sentiments, seulement un objet brisé qu'il pouvait piétiner à loisir. Il n'avait aucune idée que, de l'autre côté de la ville, une force bien plus puissante était déjà en marche, prête à montrer à ses 5 prédateurs le véritable sens du mot justice. Pendant qu'Emma subissait sa torture au dîner, à 40 km de là, le général David Richardson se trouvait en réunion stratégique au Pentagone lorsque son téléphone sonna. Le nom « Emma, ma princesse » clignota sur l'écran, et quelque chose dans le ton désespéré de la voix de sa fille adoptive glaça instantanément son sang. David avait servi dans l'armée pendant 32 ans, commandant des opérations dans 3 guerres différentes. Il avait affronté des terroristes, des cartels de drogue et des insurgés lourdement armés. Mais jamais, au cours de toute sa carrière militaire, il n'avait ressenti une colère aussi pure et destructrice qu'à cet instant. « Messieurs, cette réunion est terminée maintenant », déclara-t-il, interrompant un briefing sur la sécurité nationale. Ses yeux bleus, d'ordinaire calmes et calculateurs, brillaient maintenant d'une intensité qui fit reculer instinctivement tous les présents. Le général Richardson n'était pas un homme ordinaire. À 55 ans, il commandait l'une des unités d'opérations spéciales les plus redoutées de l'armée américaine. Des hommes qui avaient affronté la mort sur des champs de bataille aux 4 coins du monde le respectaient non seulement pour son grade, mais pour sa réputation légendaire de ne jamais laisser un des siens derrière. Mais Emma n'était pas un des siens. Elle était sa fille, l'enfant de 2 ans qu'il avait trouvée orpheline après un accident de voiture qui avait tué ses parents biologiques. Ses meilleurs amis à l'époque où il n'était qu'un jeune lieutenant. Il l'avait élevée seule, se transformant d'un soldat endurci en un père protecteur, prêt à déplacer des montagnes pour le bonheur de cette fille spéciale. Alors qu'il courait dans les couloirs du Pentagone, David passait déjà des appels. Le premier fut pour le capitaine James Torres, son bras droit et commandant d'une unité d'élite qui venait de revenir d'une mission classifiée en Afghanistan. « Torres, j'ai besoin de toi et de l'équipe Alpha à Chicago. Maintenant », dit David d'une voix maîtrisée mais chargée d'une autorité qui n'admettait pas de remise en question. « Monsieur, il est arrivé quelque chose à Emma ?» demanda Torres, qui connaissait la jeune fille depuis son enfance et la considérait comme une nièce. « Quelqu'un a touché à ma fille », répondit David, et ces quelques mots suffirent pour que Torres comprenne la gravité de la situation.
Je veux le traçage GPS, les caméras de surveillance de la zone, et je veux savoir exactement qui sont ces fils de pute qui ont commis la plus grosse erreur de leur vie pathétique. Torres n'hésita pas une seconde. L'équipe Alpha sera mobilisée en 15 minutes, monsieur. Un hélicoptère de transport est déjà en préparation. Le second appel fut pour une personne que très peu connaissaient dans l'entourage intime du général Richardson. Margaret Chen, une spécialiste des technologies de l'information recrutée directement de la NSA pour des opérations ultra-secrètes. Si quelqu'un pouvait localiser précisément Emma en se basant uniquement sur les fragments de son appel, c'était elle. Maggie, c'est David. J'ai besoin d'un miracle technologique dans les 10 prochaines minutes, dit-il en courant vers l'héliport. Pour Emma, n'importe quoi, répondit Margaret sans demander de détails. Elle avait développé une tendresse particulière pour la jeune fille lors des rares rencontres qu'elles eurent à des événements militaires. Donne-moi les détails. David expliqua rapidement la situation, tandis que Margaret se mit à taper furieusement sur ses ordinateurs. En quelques minutes, elle triangula l'emplacement de l'appel d'Emma, identifia le dîner et commença à pirater le système de caméras de surveillance de l'établissement. « David, j'ai des images en direct », dit Margaret, la voix chargée d'une colère contenue. « Ce sont 5 hommes, et ils sont… » Elle fit une pause, visiblement perturbée par ce qu'elle voyait. « Ils la torturent, David. Ce n'est pas juste du harcèlement. C'est du sadisme pur. » Le général Richardson était déjà dans l'hélicoptère militaire lorsqu'il reçut cette information. À ses côtés, le capitaine Torres et 4 autres soldats d'opération spéciale se préparaient pour ce qui serait décrit plus tard comme l'opération urbaine la plus rapide et efficace de l'histoire militaire moderne. Maggie, je veux tout sur ces 5-là. Nom, adresse, antécédents familiaux, compte bancaire, et toute saleté que tu pourras trouver. Je veux savoir avec quel genre de vermine on a affaire, ordonna David via son casque. Margaret était déjà 10 pas en avance. Utilisant la reconnaissance faciale et l'accès à des bases de données qui n'existaient officiellement pas, elle commença à dresser en temps réel des profils complets des agresseurs. Ce qu'elle découvrit intensifia sa rage de façon exponentielle. Jake Morrison, fils de William Morrison, PDG de Morrison Industries. Tyler Brooks, fils du partenaire principal du cabinet Brooks et Associates. Tous ont des antécédents d'incidents similaires qui ont été étouffés par l'influence de leur famille, rapporta Margaret avec mépris. Ce ne sont pas des gamins faisant des bêtises. Ce sont des sociopathes en formation protégés par de l'argent sale. David assimila chaque information comme un ordinateur militaire traitant des données tactiques. Il ne planifiait pas seulement de secourir Emma. Il préparait une opération qui enverrait un message clair à toute l'élite corrompue de Chicago sur ce qui arrivait quand on touchait à sa famille. « Torres, » dit David à son capitaine, « je veux que tu contactes le détective Murphy du 15 commissariat. Il me doit quelques services depuis que j'ai sauvé son fils en Irak. Dis-lui que nous avons besoin d'une coopération totale de la police locale. »« Et s'il résiste, monsieur ?» demanda Torres, connaissant bien le tempérament de son commandant. « Alors rappelle-lui que j'ai des photos très intéressantes de certaines activités extrascolaires qu'il préfère garder secrètes, » répondit David avec un sourire glacial. Pendant ce temps, Margaret avait obtenu un accès complet au système de sécurité du dîner et enregistrait chaque seconde de la torture d'Emma. Mais, plus important encore, elle avait découvert quelque chose qui allait complètement changer la donne. « David, tu ne vas pas croire ce que j'ai trouvé, » dit Margaret, la voix chargée d'une excitation vengeresse. « Jake Morrison n'est pas seulement un enfant gâté. Il a un mandat d'arrêt en suspens au Texas pour agression sexuelle qui a été mystérieusement classé. Et Tyler Brooks. Disons qu'il a quelques vidéos très compromettantes sur son téléphone qui viennent d'être accidentellement téléchargées sur nos serveurs. » David sourit pour la première fois depuis qu'il avait reçu l'appel d'Emma. « Maggie, tu es un génie diabolique. Prépare tout pour qu'on s'en serve au moment opportun. » L'hélicoptère fendait l'air en direction de Chicago à pleine vitesse. David regardait le paysage en dessous tandis qu'il finalisait les détails de son opération. Il n'allait pas seulement sauver Emma, il allait anéantir complètement la vie de ces 5 monstres d'une manière si systématique et légale qu'ils ne pourraient plus jamais faire de mal à qui que ce soit. « Monsieur, » dit Torres en vérifiant son équipement, « quel est le niveau de force autorisé pour cette opération ?» David regarda son bras droit avec des yeux qui avaient vu trop d'horreur pendant la guerre. « Torres, imagine ce que tu ferais si c'était ta fille qui se faisait torturer par 5 sociopathes. Ensuite, multiplie cette colère par 30 ans d'entraînement militaire et d'opérations spéciales. » Torres avala sa salive. Il avait vu le général Richardson à l'œuvre dans certains des endroits les plus dangereux du monde, mais jamais avec une intensité aussi froide et calculée. « Compris, monsieur. Opération de sauvetage et neutralisation totale. »« Non,
Torres, corrigea David, les yeux fixés sur l'horizon où Chicago commençait à apparaître. Ce n'est pas une opération de sauvetage. C'est une opération de justice. Et quand nous aurons terminé, ces 5-là regretteront d'être nés. Margaret continuait de surveiller la situation au dîner, rapportant chaque nouvel atroce événement qu'Emma subissait. À chaque mise à jour, la détermination du général Richardson se renforçait. Il avait consacré sa vie à protéger des innocents aux 4 coins du monde, mais jamais une mission n'avait été aussi personnelle. « Et à 3 minutes pour le site », annonça le pilote. David vérifia son équipement une dernière fois. Il ne se rendait pas sur un théâtre de guerre à l'étranger, il se rendait dans un dîner à Chicago. Mais pour lui, il n'y avait aucune différence. N'importe quel endroit où sa fille était torturée était un champ de bataille, et il était le général qui n'avait jamais perdu une guerre. Équipe Alpha, préparez l'atterrissage en zone urbaine, ordonna Torres. Souvenez-vous, c'est la fille du général. L'échec n'est pas une option. Les 5 soldats d'opération spéciale vérifièrent leurs armes non létales et leur équipement de contention. Ils savaient que cette mission serait différente de tout ce qu'ils avaient fait jusqu'alors, mais ils savaient aussi qu'ils suivraient le général Richardson en enfer s'il le demandait. Alors que l'hélicoptère approchait du dîner, David passa un dernier appel. Au juge fédéral Marcus Williams, un vieil ami qui lui devait plus de services qu'il ne pouvait compter. « Marcus, c'est David. J'ai besoin de mandats d'arrêt émis en urgence. 5 noms que je t'envoie maintenant. Et Marcus, après que tu auras vu les preuves que mon équipe a rassemblées, tu voudras que ces mandats deviennent permanents. » Le bruit des rotors de l'hélicoptère militaire fendant l'air au-dessus de Chicago fit tourner toutes les têtes dans le dîner vers le ciel. Jake se trouvait au milieu d'une autre humiliation élaborée lorsque le vacarme assourdissant fit vibrer les vitres des fenêtres. « C'est quoi ce bordel ?» marmonna Tyler, arrêtant d'enregistrer pour la première fois depuis 20 minutes. Emma, même dans son état de désespoir total, reconnut immédiatement ce son. C'était le même hélicoptère qui l'emmenait rendre visite à son père dans des bases militaires pendant les vacances scolaires. Une minuscule étincelle d'espoir commença à briller dans ses yeux dévastés. L'hélicoptère se posa sur le parking du dîner avec une précision militaire qui fit trembler l'asphalte. Les voitures durent s'écarter rapidement lorsque 6 hommes vêtus d'uniformes d'opération spéciale émergèrent de l'appareil comme une force de la nature incarnée. Le général David Richardson fut le premier à descendre, et quiconque le vit à cet instant sut instantanément qu'il avait commandé des hommes dans des situations de vie ou de mort. Ses yeux balayèrent le dîner à travers les fenêtres en verre, localisant Emma en moins de 3 secondes. Ce qu'il vit fit que 30 ans de discipline militaire faillirent se dissoudre en pure fureur. Sa fille était couverte de condiments, complètement anéantie émotionnellement, entourée de 5 hommes qui se délectaient clairement de sa souffrance. Torres, bouclez le périmètre. Personne ne sort tant que je n'autorise pas, ordonna David d'une voix tranchante. Thompson et Martinez, entrée latérale. Stevens et Rodriguez, avec moi par l'entrée principale. Le capitaine Torres observa le visage de son commandant et y vit quelque chose qui le fit frissonner intérieurement. Il avait vu David affronter des insurgés armés avec plus de calme qu'il n'en montrait à cet instant. « Monsieur, rappelez-vous des règles d'engagement en zone urbaine. » Torres, l'interrompit David sans quitter la fenêtre du dîner des yeux, ce ne sont pas des combattants ennemis. Ce sont des cibles. Lorsque les portes du dîner s'ouvrirent et que 6 soldats d'opération spéciale entrèrent en formation tactique parfaite, le silence qui s'ensuivit fut absolu. Les conversations s'arrêtèrent en plein milieu des phrases, les fourchettes restèrent figées en l'air, et même les petits-enfants cessèrent instinctivement de pleurer. Jake fut le premier à réagir, son arrogance naturelle l'empêchant de saisir immédiatement le danger mortel où il s'était placé. « C'est quoi ce cirque ? Vous ne pouvez pas entrer ici armé. » David marcha droit vers Jake à pas mesurés et délibérés. Chaque pas résonnait dans le silence du dîner comme une sentence de mort approchant. Lorsqu'il s'arrêta à moins d'1 mètre du jeune arrogant, sa présence physique était si intimidante que Jake recula instinctivement. « Toi, » dit David d'une voix dangereusement basse, « tu viens de commettre la plus grosse erreur de ta vie pathétique. » Tyler tenta d'intervenir avec bravade, brandissant son portable comme s'il s'agissait d'une arme. « Et, vous ne pouvez pas nous menacer. Je filme tout. Mon père est avocat. » Sans détourner les yeux de Jake, David tendit la main. Le capitaine Torres y posa immédiatement une tablette militaire. L'écran montrait des informations détaillées sur chacun des 5 agresseurs, incluant photos, adresses et données qui firent aussitôt glacer le sang de Tyler. Tyler Brooks, lut David à haute voix pour que tout le dîner entende, fils de Robert Brooks, associé du cabinet Brooks et Associates. Actuellement visé par une enquête pour fraude fiscale et corruption de juge. Et toi, Tyler, tu as 3 accusations d'agression qui ont été mystérieusement classées. Jusqu'à aujourd'hui.
Le téléphone glissa des mains tremblantes de Tyler. La réalité de la situation commençait à pénétrer sa conscience privilégiée comme un boulet de canon. David se tourna vers Jake, ses yeux bleus semblant désormais être des éclats de glace polaire. Jake Morrison, fils de William Morrison, PDG de Morrison Industries. Mandat d'arrêt en suspens au Texas pour agression sexuelle. 3 accusations de harcèlement extrême étouffées par l'influence de papa. Et ceci. David montra la tablette pour que Jake puisse voir l'écran. Les images révélaient des détails intimes de la vie du jeune homme auxquels personne ne devrait avoir accès. Compte bancaire, messages privés, photos compromettantes, toute son existence numérique avait été disséquée et exposée. Comment avez-vous obtenu ça? Balbutia Jake, son arrogance s'évaporant comme de l'eau dans le désert. Je suis le général David Richardson, commandement des opérations spéciales de l'armée des États-Unis, répondit David, laissant chaque mot s'enfoncer profondément dans la conscience terrifiée des 5 jeunes. Et cette fille que vous avez choisi de torturer est ma fille. L'impact de cette révélation fut comme une bombe expliquant dans le dîner. Brad, Connor et Ryan, qui jusque-là étaient restés relativement silencieux, parurent sur le point de s'évanouir. Seth, déjà mal à l'aise, commença à trembler visiblement. « Papa » murmura Emma, sa voix brisée mais emplie d'un indescriptible soulagement. « Tu es venu. » David s'agenouilla auprès d'Emma, son expression passant instantanément de la fureur meurtrière à la tendresse paternelle. Avec une infinie délicatesse, il retira les condiments de son visage à l'aide d'un mouchoir propre. « Je suis là, princesse. Plus personne ne te fera de mal. » Mais lorsqu'il se releva et se tourna de nouveau vers les 5 agresseurs, la tempête revint de plus belle. Torres, exécutez le protocole justice urbaine. Torres sourit pour la première fois depuis leur arrivée. Avec plaisir, monsieur. En quelques secondes, chacun des 5 jeunes fut menotté à l'aide d'équipements de contention militaire. Leurs tentatives de résistance furent aussi pathétiques que leurs protestations au sujet des droits et des avocats familiaux. Vous ne comprenez pas, hurla Jake tandis qu'on l'immobilisait. Nos parents sont des gens importants. Vous ne pouvez pas nous faire ça. David s'approcha de Jake jusqu'à ce que leurs visages ne soient séparés que de quelques centimètres. Garçon, j'ai passé les 30 dernières années à traquer des terroristes, des cartels de drogue et des tueurs en série aux 4 coins du monde. Et tu sais quelle est la différence entre eux et vous? Jake trembla, incapable de répondre. Eux, au moins, avaient des raisons pour leur cruauté. Vous l'avez fait pour le pur plaisir, poursuivit David, chaque mot chargé d'un mépris total. Ça vous rend infiniment plus détestable. À ce moment, les portes du dîner s'ouvrirent de nouveau. Cette fois, c'étaient des policiers du commissariat local, menés par le détective Murphy, un homme corpulent qui connaissait et respectait visiblement le général Richardson. Général, salua Murphy d'un signe de tête respectueux. Nous avons reçu votre appel. Les mandats d'arrêt ont été émis il y a 15 minutes par le juge fédéral Williams. Parfait, répondit David. Détective Murphy, je vous présente 5 criminels qui viennent d'apprendre que leurs actes ont des conséquences. Murphy regarda les 5 jeunes menottés puis Emma, encore tremblante et sale. Son expression se durcit visiblement. En tant que père de 2 filles, la scène le révolta profondément. Jake Morrison, Tyler Brooks, Brad Johnson, Connor Walsh et Seth Parker, lui Murphy des mandats. Vous êtes en état d'arrestation pour agression, intimidation, destruction de biens et torture psychologique. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. C'est impossible, hurla Jake en tentant de se dégager des menottes militaires. Mon père va vous traîner devant les tribunaux. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. David esquissa un sourire pour la première fois depuis son arrivée, mais c'était un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. En réalité, gamin, je sais exactement à qui j'ai affaire. Et, plus important, maintenant ton père et tous les parents savent à qui elles sont affaire. Margaret Chen avait travaillé avec une efficacité létale. Pendant l'arrestation, elle avait déjà envoyé toutes les preuves collectées aux procureurs fédéraux, aux médias locaux et, de façon peut-être la plus dévastatrice, aux employeurs et partenaires commerciaux des pères des 5 agresseurs. Le téléphone de Murphy sonna. Il répondit rapidement et sa mine se transforma en étonnement. « Général, le procureur fédéral Johnson souhaite vous parler. Il a dit que les preuves qu'il a reçues sont les plus complètes et dévastatrices qu'il ait vues en 20 ans de carrière. » David prit le combiné. « Johnson, ici Richardson. »« Général, je ne sais pas comment vous avez obtenu tout cela, mais j'ai de quoi garder ces 5 personnes en prison pour les 10 prochaines années. Et ce n'est que le début. Les éléments contre leur famille. Mon Dieu, cela va renverser des empires entiers.
David regarda les 5 jeunes menottés être conduits vers les véhicules de police. Jake criait toujours à propos d'avocats et d'influence, ignorant complètement que sa vie privilégiée avait pris fin définitivement 20 minutes plus tôt. Johnson, je veux qu'il soit poursuivi avec toute la sévérité de la loi. Et je veux que ce soit un exemple public pour tout autre sociopathe potentiel qui penserait que l'argent de papa peut les protéger des conséquences de leurs actes. Alors que les voitures de police s'éloignaient, emmenant les 5 destructeurs de vie, David s'agenouilla de nouveau près d'Emma. Elle était prise en charge par un paramédic militaire que Torres avait appelé, mais ses yeux fixaient son père avec une adoration absolue. « Papa, murmura-t-elle, il disait que j'étais une erreur de la nature. » David prit le visage d'Emma entre ses mains avec une tendresse infinie. « Emma, tu es la chose la plus parfaite qui me soit jamais arrivée. Et maintenant, le monde entier saura ce qui arrive quand on touche à ma princesse. » 6 mois plus tard, Emma était assise dans son bureau à la clinique vétérinaire qu'elle avait ouverte au centre de Chicago. Les murs étaient décorés de photos d'animaux qu'elle avait sauvés et de lettres de remerciement de famille dont les animaux avaient été soignés par ses mains habiles. Mais la photo qui la remplissait le plus de fierté était une image d'elle recevant son diplôme de vétérinaire des mains de son père, le général Richardson, avec un sourire radieux qui montrait à quel point elle avait complètement surmonté le traumatisme de ce jour terrible. La transformation d'Emma avait été extraordinaire. Ce qui aurait pu être un événement destiné à la briser à jamais était devenu le catalyseur d'une force intérieure qu'elle ne savait même pas posséder. Avec l'aide de thérapeutes spécialisés dans l'autisme et le trauma, elle non seulement s'était rétablie, mais elle avait prospéré d'une manière qui surprenait même son père. « Docteur Emma » appela son assistante par la porte, « votre prochaine patiente est arrivée. C'est la Golden Retriever atteinte de dysplasie de la hanche. » Emma sourit, ajustant sa blouse blanche. Travailler avec les animaux avait toujours été son rêve, mais maintenant, cela avait un sens encore plus profond. Tout comme elle avait été sauvée lorsqu'elle était la plus vulnérable, elle consacrait sa vie à sauver des créatures incapables de se défendre seules. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, la réalité était devenue un cauchemar permanent pour les 5 hommes qui avaient fait de ce jour à la cafétéria la plus grande erreur de leur vie. Jake Morrison purgeait une peine de 8 ans à la prison fédérale de Chicago. Sa chute avait été spectaculaire et publique. Lorsque les preuves recueillies par Margaret Chen furent révélées, non seulement Jake fut poursuivi pour de multiples crimes, mais toute l'entreprise de son père s'effondra dans un scandale de corruption faisant la une nationale. William Morrison perdit tout, entreprise, fortune, réputation, et finalement, la liberté elle-même lorsqu'il fut condamné pour obstruction à la justice et corruption. En prison, Jake découvrit rapidement que son arrogance et ses privilèges antérieurs ne signifiaient rien. Les autres détenus, dont beaucoup avaient des sœurs, des filles ou des proches avec des handicaps, n'étaient pas particulièrement accueillants envers quelqu'un connu pour avoir torturé une jeune autiste sans défense. Sa vie devint un cycle quotidien de peur et d'isolement, une fraction de ce qu'Emma avait ressenti ce jour-là, mais prolongé indéfiniment. Tyler Brooks eut un destin tout aussi dévastateur. Son père, Robert Brooks, vit son cabinet d'avocats être fédéralement enquêté à cause des preuves découvertes par Margaret. 3 associés furent arrêtés, le cabinet fut dissous, et Tyler finit par purger 6 ans pour agression aggravée et conspiration. En prison, il passa la majeure partie de son temps à écrire des lettres d'excuses à Emma. Lettres qu'elle ne lut jamais, mais qui constituaient sa seule manière de gérer la culpabilité écrasante qu'il portait. Brad Johnson, Connor Walsh et Ryan Parker reçurent des peines plus légères, entre 3 et 5 ans chacun, mais leurs vies furent tout autant détruites. Brad perdit sa bourse de football et passa 2 ans en réhabilitation psychologique obligatoire. Connor vit toutes ses vidéos et publications sur les réseaux sociaux utilisées comme preuve contre lui, devenant un exemple national de la manière dont le cyberharcèlement peut entraîner de réelles conséquences pénales. Ryan, le plus jeune du groupe, suivit des programmes intensifs de correction comportementale, mais porterait à jamais la marque d'avoir participé à l'un des cas de harcèlement les plus notoires de la décennie. Seth Parker, le seul à avoir montré une hésitation pendant l'attaque, reçut la peine la plus légère, 18 mois en semi-liberté, mais avec l'obligation d'effectuer 1000 heures de service communautaire, spécifiquement avec des personnes handicapées. Ironiquement, cette punition devint son salut. Travaillant dans des centres de réhabilitation et des écoles spécialisées, Seth comprit enfin l'ampleur de ce qu'il avait fait et se consacra sincèrement à réparer les torts causés. Le général David Richardson avait utilisé chaque connexion, chaque faveur due, et chaque ressource à sa disposition pour garantir que justice soit faite de manière complète et permanente. Mais plus important que la punition des coupables fut ce qu'il fit pour transformer la tragédie en quelque chose de positif. Avec l'aide de Margaret Chen, David créa la fondation Emma Richardson, une organisation dédiée à la lutte contre le harcèlement des personnes handicapées et au soutien des jeunes neurodivergents dans leur parcours éducatif. La fondation offrait des bourses d'études,
des programmes de mentorat et des ressources juridiques gratuites pour les familles confrontées à la discrimination. La cafétéria où l'incident s'était produit fut entièrement transformée. Le propriétaire, profondément choqué par ce qu'il avait permis dans son établissement, ferma le lieu pendant 3 mois pour une rénovation complète. À sa réouverture, ce fut le Café Inclusion, un espace spécialement conçu pour être accessible et accueillant pour les personnes de toute forme de handicap. Une partie des bénéfices était reversée chaque mois à la fondation Emma Richardson. Margaret Chen, l'experte en technologie ayant joué un rôle clé dans la chute des 5 agresseurs, développa une application révolutionnaire appelée Guardian Angel. L'application permettait aux personnes handicapées ou vulnérables d'envoyer des alertes instantanées à un réseau de réponse rapide, incluant la famille, les autorités locales et même des opérateurs d'urgence spécialisés. L'application sauva des dizaines de vies dans ses 6 premiers mois d'utilisation. Emma devint une conférencière motivatrice recherchée à l'échelle nationale. Son histoire de dépassement touchait des audiences dans les universités, les entreprises et les événements gouvernementaux. Elle parlait d'autisme, de harcèlement, de résilience et du pouvoir transformateur de l'amour inconditionnel. Ces conférences se terminaient toujours par le même message. Nos différences ne nous rendent pas faibles. Elles nous rendent uniques, précieux et dignes de respect. Le capitaine Torres, qui avait été témoin de l'opération de sauvetage, créa un protocole d'entraînement militaire pour les situations de harcèlement extrême dans des environnements civils. Le protocole Richardson devint la norme dans les bases militaires du pays, enseignant aux soldats comment utiliser leurs compétences pour protéger les civils vulnérables sans dépasser les limites légales. La docteure Patricia Mendez, la thérapeute ayant aidé Emma dans sa récupération, publia une étude révolutionnaire sur la résilience post-traumatique chez les personnes autistes. Son travail montra qu'avec le soutien approprié, les événements traumatiques pouvaient se transformer en catalyseurs de croissance personnelle extraordinaire. Emma fut le cas principal de l'étude, démontrant comment quelqu'un pouvait non seulement surmonter un traumatisme, mais en ressortir plus fort et déterminé. 3 ans après l'incident, Emma épousa le docteur Michael Chen, un vétérinaire spécialisé en chirurgie animale qu'elle avait rencontré lors d'un programme de résidence. Michael, cousin de Margaret Chen, avait d'abord été attiré par la gentillesse d'Emma envers les animaux, mais était tombé amoureux de sa force intérieure et de sa détermination inébranlable. Le mariage eut lieu dans une base militaire, le général Richardson marchant fièrement avec sa fille jusqu'à l'hôtel, entouré de soldats en uniforme de gala et d'animaux de thérapie entraînés par Emma. Jake Morrison, regardant les nouvelles du mariage d'Emma à la télévision en prison, comprit enfin complètement ce qu'il avait perdu avec ses choix. Il avait échangé une vie de possibilités infinies contre des années de confinement et de remords. Dans son journal de prison, il écrivit « Je pensais l'avoir détruite, mais à la fin, mes actions n'ont fait que révéler la force qu'elle a toujours eue. C'est moi qui ai été détruit par ma propre cruauté. » Emma ne lut jamais ces mots, ni n'avait l'intention de le faire. Elle avait appris que pardonner ne signifiait pas oublier ou permettre aux agresseurs de revenir dans sa vie. Cela signifiait libérer la colère qui aurait pu la consumer et utiliser cette énergie pour construire quelque chose de positif et durable. La fondation Emma Richardson devint l'une des plus grandes organisations de défense des droits des personnes handicapées aux États-Unis. Emma servit comme présidente honorifique, mais son principal objectif resta toujours sa clinique vétérinaire, où elle trouvait la paix en prenant soin de créatures qui, comme elle, avaient besoin de protection et d'attention particulière. Le général David Richardson prit sa retraite de l'armée 2 ans après l'incident, se consacrant entièrement à la fondation et à passer du temps avec Emma et ses futurs petits-enfants. Il ne regretta jamais d'avoir utilisé tout son pouvoir et son influence pour protéger sa fille. Comme il le disait toujours, un père fait tout pour protéger sa fille. Moi, j'avais juste des ressources différentes de la plupart des parents. L'histoire d'Emma devint un symbole national que la justice peut prévaloir, que les différences doivent être célébrées et que l'amour familial peut surmonter toute adversité. Des écoles à travers le pays commencèrent à enseigner le cas Richardson dans leur programme anti-harcèlement, montrant à la fois les conséquences dévastatrices de la cruauté et le pouvoir transformateur de la résilience. Par une matinée ensoleillée, 5 ans après ce jour terrible à la cafétéria, Emma était dans sa clinique en train de sauver la vie d'un chiot abandonné lorsqu'elle reçut un appel de son père. Il voulait savoir si elle souhaitait l'accompagner à l'inauguration du 10e Café Inclusion de la chaîne, situé dans une petite ville du Texas où une jeune fille trisomique avait été victime de harcèlement. Emma sourit, regardant le chiot qui respirait maintenant normalement dans ses bras. « Bien sûr, papa. Il y a toujours plus de travail à faire. » En raccrochant, Emma réfléchit à quel point sa vie avait changé. Ces 5 hommes avaient tenté de briser son esprit, mais à la fin, ils ne firent que révéler la force qui avait toujours existé en elle. Ils perdirent tout, tandis qu'elle gagna un objectif plus grand qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Si vous avez été inspiré par cette histoire de dépassement de soi et de justice,
N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires montrant comment le courage et la détermination peuvent transformer des tragédies en triomphes extraordinaires.